Minority Report, réalisé par Steven Spielberg, est l'adaptation d'une nouvelle de Philip K. Dick. Le film se déroule en 2054 dans un futur où la criminalité est éradiquée avant même qu'elle n'existe, grâce à un système de justice prédictive. En suivant l'histoire de John Anderton, un policier accusé de crimes qu'il n'a pas encore commis, Minority Report interroge les dangers d'un monde ultra surveillé et le sacrifice des libertés individuelles au nom de la sécurité. À travers un thriller futuriste, le film plonge dans la question du contrôle de la pensée et du libre arbitre. Il explore les dangers d'une société qui prétend protéger ses citoyens en anticipant leurs actions, en manipulant la réalité grâce à la technologie. Minority Report se situe à la croisée des chemins entre les questionnements philosophiques de la science-fiction des années 80 et 90 et la réalité technologique du XXIe siècle. Salut et bienvenue sur Clap Story. Cette semaine, je vous raconte l'histoire de l'un de mes films de Steven Spielberg préférés. En même temps, j'ai l'impression que je les aime tous, les films de Spielberg. Je suis né dans les années 80, je suis un enfant de Spielberg. Mais là, je pense qu'on est vraiment dans l'un de ses meilleurs, Minority Report. L'histoire de Minority Report commence en 1992, lorsque le producteur Gary Goldman, inspiré par l'œuvre de Philip K. Dick, élabore un premier scénario avec Ronald Shusett, le célèbre scénariste du premier film Alien réalisé par Ridley Scott. Initialement, le projet devait être une suite de Total Recall, autre film de science-fiction déjà adapté en 1990. Cependant, la faillite de Carolco Pictures en 1995 met fin à cette ambition. En 1997, Miramax Films rachète les droits du film. Goldman et Shusett réorientent alors leur projet en un film indépendant. C'est aussi à cette période que Tom Cruise rejoint le projet. Grand admirateur de Steven Spielberg, il lui propose de réaliser le film. Ce sera d'ailleurs leur première collaboration, marquant le début d'une relation professionnelle qui va se poursuivre en 2005 avec La Guerre des Mondes, une autre œuvre de science-fiction où Cruise tiendra le rôle principal. C'est quoi ça? Après plusieurs retards, notamment dû au tournage de Mission Impossible 2, Steven Spielberg fait appel à Scott Frank pour retravailler le scénario initial de John Cohen. Frank restructure profondément l'histoire, affine les personnages et ajoute celui de Burgess qui n'existait pas dans la version originale. Le rôle de Danny Whitwer, initialement plus antagoniste, est également réécrit pour devenir plus nuancé. Après plusieurs années de réécriture et de nombreux retards, la production de Minority Report commence finalement en 2001. Spielberg, fidèle à sa réputation, supervise le projet avec une attention méticuleuse. Le film bénéficie d'une production soignée, soutenue par un budget de 100 millions de dollars. Mais avec des arrangements financiers spéciaux, Spielberg et Cruise acceptent de prendre un pourcentage des bénéfices plutôt que de recevoir un salaire à l'avance. Ce choix risqué témoigne de leur confiance qu'ils avaient dans le succès du film. Le tournage commence en mars 2001 et se déroule principalement à Washington DC, en Virginie et à Los Angeles. Spielberg choisit d'utiliser des lieux emblématiques de la capitale américaine, comme le Ronald Reagan Building et Georgetown, pour ancrer l'histoire dans un futur proche mais réaliste. L'objectif est de créer un monde dans lequel les technologies avancées coexistent avec un environnement familier et crédible. Un des aspects les plus fascinants de ce tournage est d'ailleurs l'introduction de la technologie de prévisualisation numérique, ou Prévise, une première pour un film de cette envergure. Le chef décorateur Alex McDowell collabore avec des experts en animation et des concepteurs pour créer des environnements virtuels en 3 dimensions. Ces décors sont ensuite utilisés pour bloquer les scènes avant même leur tournage, permettant ainsi de visualiser les plans dans un environnement simulé. Cette innovation révolutionne le processus de production en offrant une plus grande cohérence visuelle et en permettant à Spielberg d'ajuster la composition des scènes avec une précision inédite à l'époque. Les effets spéciaux occupent bien sûr une place centrale dans Minority Report. Industrial Light and Magic s'occupe des effets visuels majeurs, tandis que PDI, société de DreamWorks, est chargée des robots Spider, inspirés par les méduses des profondeurs marines, qui contribuent d'ailleurs à l'atmosphère futuriste du film. Chaque scène, de la poursuite dans l'usine automobile, au combat en jetpack, est minutieusement planifiée et réalisée avec l'aide d'une équipe de cascadeurs et d'artistes d'effets spéciaux. La direction artistique dirigée par McDowell joue bien sûr un rôle clé dans la création de cette vision du futur.
L'architecture choisie pour le film est moderne, fluide et organique, et la conception des décors permet de mélanger technologie futuriste et éléments familiers du quotidien. Les costumes sous la direction de Deborah L. Scott sont volontairement simples, évitant ainsi une vision trop futuriste ou démodée du monde. Ce choix permet au film de rester ancré dans un univers crédible et intemporel. Le film bénéficie bien sûr d'un casting solide porté par Tom Cruise dans le rôle de John Anderton, un policier chargé de faire appliquer le système pré-crime. Cruise, connu pour son implication physique dans ses rôles, a suivi un entraînement intensif pour les nombreuses scènes d'action, notamment les spectaculaires courses-poursuites en jetpack. Face à lui, on retrouve Colin Farrell, qui incarne Danny Whitwer, un agent du département de la justice venu enquêter sur les possibles failles du programme pré-crime. Son personnage, à la fois ambitieux et sceptique, apporte ce contrepoint intéressant à Anderton, instaurant une tension constante entre les deux hommes. Mais l'un des rôles les plus marquants est bien sûr celui de Samantha Morton, qui interprète Agatha, la plus puissante des précogs. Ces êtres capables de prédire les crimes sont généralement perçus comme des instruments de justice, mais Agatha, grâce à la prestation émouvante de Morton, devient un personnage à part entière, porteur des dilemmes moraux du film. Son regard habité et ses gestes hésitants traduisent parfaitement l'angoisse d'un être prisonnier de son propre don. Enfin, Max von Sydow incarne Lamar Burgess, un haut responsable du programme pré-crime, ajoutant une présence à la fois charismatique et inquiétante au film. Avec ce casting, Minority Report ne se contente pas d'être un thriller de science-fiction, il est aussi porté par des performances nuancées qui donnent du relief à son intrigue captivante. Vous savez ce que j'entends? Rien du tout. Pour l'instant, les précogs ne peuvent rien voir. L'une des premières choses qui frappe évidemment dans Minority Report, c'est son image granuleuse et texturée, bien loin des visuels lisses et épurés de nombreuses autres œuvres de science-fiction. Ce choix voulu par Steven Spielberg et son directeur de la photographie, Janusz Kaminski, donne au film un aspect documentaire, renforçant son réalisme dystopique. Spielberg voulait que son film ressemble à un reportage d'anticipation, avec un futur qui semble tangible et non idéalisé. Le grain volontairement amplifié vient casser l'aspect trop aseptisé du monde ultra connecté du film, créant une tension entre avancées technologiques et décadence sociale. Ce rendu a été obtenu par un traitement unique de l'image, combinant plusieurs techniques cinématographiques audacieuses. Tout d'abord, pour obtenir ce look distinctif, Spielberg et Kaminski ont utilisé un procédé de développement chimique appelé Bleach Bypass, une technique qui consiste à conserver une partie des sels d'argent sur la pellicule au lieu de les éliminer complètement. Ça donne une image plus contrastée, plus froide et légèrement argentée, avec des noirs plus profonds et des hautes lumières éclatantes. Résultat, un effet métallique et désaturé, accentuant l'ambiance oppressante du film. Spielberg et Kaminski ont également joué sur l'éclairage pour créer une atmosphère visuelle troublante. De nombreuses scènes baignent dans une lumière blanche éclatante qui donne un côté presque éthéré et irréel. La lumière semble souvent couler à l'écran, ce qui renforce l'idée que la réalité elle-même est incertaine, comme les visions des précogs. Et puis il y a un contraste entre les environnements. Washington DC en 2054 est ultra moderne, aseptisée, lumineuse, incarnant une utopie technologique. A l'inverse, les bas-fonds où Anderton se cache sont sombres, sales et saturés d'ombre, montrant une face plus décadente et corrompue de la société. Contrairement à d'autres films de science-fiction où le futur est souvent propre et lisse, Minority Report propose un monde avancé technologiquement mais visuellement usé et imparfait. Les interfaces holographiques et la reconnaissance biométrique côtoient des ruelles crasseuses et une société fragmentée, où la technologie ne signifie pas forcément le progrès humain. L'image granuleuse et froide donne ainsi une tactilité au monde de Minority Report. Ce futur n'est pas un fantasme brillant, mais une prolongation réaliste et troublante de notre propre époque. Avec Minority Report, Spielberg a imposé un style visuel distinctif qui a influencé de nombreux films de science-fiction modernes. Son approche réaliste et granuleuse a marqué un tournant dans la représentation du futur au cinéma, prouvant qu'un monde technologiquement avancé pouvait aussi être sale, brut, mais profondément humain. Minority Report se déroule en 2054, dans un monde où la criminalité a été presque complètement éliminée grâce à une unité spéciale pré-crime qui arrête les criminels avant qu'ils ne commettent leurs actes. John Anderton, joué par Tom Cruise, est l'un des meilleurs agents de ce système, mais son monde s'effondre lorsqu'il devient lui-même l'objet d'une prédiction criminelle. À travers ce personnage, le film soulève des questions profondes sur la liberté, le destin et la justice, tout en interrogeant les dangers d'un contrôle technologique absolu.
Il n'y a pas eu un meurtre en 6 ans. Ce système marche sans aucun problème. Il est Parfait, je suis d'accord. Mais s'il y a une faille, elle est humaine. En 2054, le programme Pré-Crime, déployé à Washington depuis 6 ans, s'apprête à être étendu à l'échelle nationale. Ce système repose sur 3 clairvoyants nommés les précogs qui détectent les meurtres avant qu'ils n'aient lieu, permettant aux policiers d'arrêter les criminels potentiels avant l'acte. Ces derniers sont ensuite placés dans un coma artificiel et emprisonnés dans un établissement pénitentiaire. Bien que Pré-Crime ait considérablement réduit les meurtres prémédités, des assassinats à boules rouges, les crimes passionnels continuent de se produire, laissant peu de temps aux autorités pour intervenir. John Anderton, chef de Pré-Crime, a rejoint le programme après la disparition de son fils, Sean. Profondément marqué par ce traumatisme, il sombre dans la dépression et la dépendance à la neuroïne qui a causé la perte de sa femme Lara. Lorsqu'un agent du ministère de la Justice, Danny Whitwer, est chargé d'enquêter sur le programme pour en vérifier les failles, Anderton se retrouve impliqué dans une série d'événements inattendus. L'un des précogs, Agatha, lui montre une vision d'un meurtre qu'il serait censé commettre, celui d'un homme nommé Leo Crow, qu'il ne connaît pas. Anderton, convaincu qu'il est victime d'un complot, prend la fuite. Lors de sa recherche de réponse, il apprend d'une généticienne, le docteur Iris Heinemann, que les capacités des précogs sont liées à des lésions cérébrales causées par l'usage de neuroïnes pendant la grossesse. Ces précogs ont parfois des visions divergentes appelées rapports minoritaires, qui sont effacés des archives officielles pour maintenir l'illusion d'un système infaillible. Heinemann suggère alors qu'Anderton pourrait être victime de l'une de ces visions erronées. Nom de Dieu. Pourquoi je ne l'ai pas su? Parce que tous les rapports minoritaires sont détruits dès qu'ils arrivent. Vous voulez dire que j'ai fait enfermer des innocents? Si le pays savait qu'il y Le avait une chance... système entier s'effondrerait. Et ne vous fiez à personne. Trouvez le rapport minoritaire. Pour échapper au scanner rétinien de la ville, Anderton subit une greffe oculaire. Il kidnappe ensuite Agatha et avec l'aide d'un cybercriminel explore ses souvenirs. Bien qu'il ne retrouve pas de traces du meurtre de Crow, il découvre des informations sur le meurtre d'une femme, Anne Lively, que les précogs avaient également vue. Anderton poursuit son enquête, il finit par retrouver Crow qui avoue avoir été payé pour cacher des photos de son fils Sean, mais se suicide après avoir révélé qu'Anderton était manipulé. Si vous ne faites pas ce qui était prévu, ma famille ne recevra rien. D'accord? Allez! Tuez-moi! Allez-y, allez-y, tuez-moi! 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 Au revoir, Crow. Anderton, attendez! Attendez! Pendant ce temps, Whitwer, qui enquête également sur Anne Lively, découvre des incohérences suggérant qu'elle a bien été tuée. En confrontant le directeur de Pré-Crime, Lamar Burgess, il découvre qu'il est le responsable du meurtre d'Anne, qu'il a orchestré pour protéger le programme. Burgess a effacé les preuves de l'attaque d'Anne pour dissimuler son crime. Au fil de son enquête, Anderton met en lumière le complot de Burgess, qui afin de préserver le programme Pré-Crime a orchestré la mort de plusieurs personnes, y compris de Crow et d'Anderton lui-même. Au cours d'une confrontation finale pour célébrer la nationalisation de Pré-Crime, Burgess, pris au piège par son propre système, se suicide après avoir été confronté à la vérité. Vous avez fait ressembler le vrai meurtre à un écho. La seule question qui reste, c'est qu'allez-vous faire maintenant? Pardonne-moi, John. Le film se termine par la réconciliation d'Anderton avec son ex-femme Lara, qui attend un nouvel enfant. Pré-Crime est alors démantelé, les prisonniers sont libérés et les précogs sont placés dans un endroit secret pour finir leur vie en paix, loin de toute surveillance. Minority Report sort en salle le 21 juin 2002 et rencontre immédiatement un grand succès. Le film est salué par la critique pour son approche visuelle innovante, son suspense haletant et ses questionnements philosophiques profonds. Avec un budget de 102 millions de dollars, il rapporte près de 358 millions de dollars au box-office mondial, en faisant un véritable succès commercial. Le film parvient ainsi à allier succès artistique et rentabilité. Il se classe parmi les 10 films les plus rentables de l'année et reçoit plusieurs nominations, dont une aux Oscars pour le meilleur montage sonore. Les critiques apprécient également le fait que Spielberg, tout en proposant un grand divertissement, propose une réflexion profonde sur la surveillance, la liberté et le destin. Cependant, certains ont jugé que le film, bien qu'innovant, manquait parfois de nuances dans son traitement de certains personnages ou de la question éthique. Quoi qu'il en soit, le film reste un exemple marquant de science-fiction engagée. Minority Report, c'est sans doute l'un des meilleurs films de science-fiction réalisés par Steven Spielberg. Il nous laisse aucun temps mort, ce film, du début jusqu'à la fin. Et pensez-y la prochaine fois que vous le verrez,
Spielberg a l'air à cette époque de sa carrière d'être totalement inspiré déjà par le récit, mais surtout il a une nouvelle idée à chaque plan, pour chaque scène. Vous verrez que Spielberg a eu une idée originale, une façon de filmer, de cadrer, de mettre en scène. C'est assez hallucinant. Il faudrait des heures finalement pour analyser la mise en scène de Spielberg sur Minority Report. Alors quelques exemples de mise en scène qui vraiment sont encore frappantes aujourd'hui, c'est cette scène en plan séquence réalisée en plan zénital. Alors je suis pas un spécialiste de la réalisation, mais clairement ça c'est très marquant lorsque les espions, les spiders commencent à arriver dans l'immeuble et scannent les habitants. Tom Cruise de son côté qui essaye de se cacher. Tout ça est franchement super bien foutu. Ça n'a pas pris une ride aujourd'hui, une telle scène. On en a quand même rarement vu au cinéma, des plans comme ça. Il y a également beaucoup d'humour dans ce film de Spielberg. Alors notamment lorsqu'il est en train de se faire opérer des yeux. Avec cette vieille femme là, un petit peu folle, qui moi m'a toujours fait mourir de rire. Les scènes avec les bâtons à vomir lorsqu'ils sont en train de se battre dans les airs avec les jetpacks et qui débarquent chez les habitants, notamment pendant que le gamin est en train de faire du violoncelle là ou du saxophone. Je vous arrête sous l'inculpation. Va dormir. Il y a aussi la scène où Anderton laisse tomber ses yeux et qu'il doit les poursuivre alors qu'ils sont en train de rouler avant de tomber dans cette grille. La scène dans l'usine automobile aussi, où là, tout est impeccable. La très très bonne idée aussi d'Anderton qui se fait enfermer dans cette voiture en construction, qui m'a toujours fait penser d'ailleurs à une scène de l'Attaque des clones, sortie bizarrement la même année, hein, l'épisode 2 de Star Wars en 2002, où on voit Anakin justement qui, avec Padmé, sont dans une usine de fabrication de droïdes et où eux aussi se retrouvent embarqués un petit peu au milieu de cette machinerie. Il se passe exactement la même chose dans Minority Report. Je pense pas que ce soit qu'un clin d'œil, à mon avis, c'est forcément un peu plus que ça. La façon dont il arrive à échapper aussi aux autres agents là dans le centre commercial. Attendez. Lorsqu'il est avec Agatha, j'ai toujours trouvé ça génial, lorsqu'il se planque derrière les ballons, lorsqu'elle prédit chaque mouvement, le coup avec les pièces aussi pour le sans-abri, pour faire trébucher les flics, enfin toute cette prémonition, toutes ces prédictions sont top, c'est vraiment hyper bien ficelé. Il y a tellement de scènes honnêtement dans ce film qui mériteraient qu'on s'attarde dessus. Le twist final reste, c'est vrai, prévisible, mais néanmoins brillant. Oui, ici Borges. Allô Lamar, je voulais juste vous féliciter, vous avez réussi. Redoutablement efficace, surtout le moment où Spielberg finalement s'attarde sur Burgess au milieu de la foule, où on entend juste ce qu'Anderton lui dit dans l'oreillette. On arrive à se mettre à la place de Burgess et de ce qu'il ressent, et en fait il est complètement à ce moment-là coupé du monde, son monde est sur le point de basculer, il se sent piégé, acculé, et ça, encore une fois, grâce à la mise en scène de Spielberg, c'est quelque chose qu'on ressent clairement en tant que spectateur. Analyser ce film plan par plan, ça prendrait des heures tellement il y a de la créativité et de très très bonnes idées de la part de Spielberg. Alors comme vous le savez, moi sur Clap Story, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément la mise en scène, mais c'est surtout ce que veulent nous raconter les films et les messages cachés, ce que Spielberg finalement a voulu laisser comme héritage à travers Minority Report. Alors c'est vrai que l'histoire du type innocent, traqué par la police, qui doit prouver son innocence, on a vu ça 1000 fois dans d'autres films, mais ici, ça fonctionne parfaitement. Spielberg arrive à rendre cette vieille recette super prenante et à garder l'attention du spectateur tout du long. Quand on parle des effets spéciaux, c'est bien sûr impressionnant, surtout pour un film qui a plus de 20 ans aujourd'hui. Les visuels sont superbes avec cette photo contrastée qui donne un côté rétro-futuriste vraiment unique. Ce futur qu'on nous montre, il est ultra moderne, mais pas aussi lisse et parfait qu'on pourrait l'imaginer. Il a ce côté un peu sale et dégradé, ce qui bizarrement renforce l'ambiance et donne encore plus de profondeur au film. C'est un choix esthétique qui marche à fond. La réalisation de Spielberg est au top, le casting également. Tom Cruise et Colin Farrell, leur confrontation est géniale, vraiment. Même si la VF de Tom Cruise à l'époque vient un petit peu gâcher ces films du début des années 2000. L'histoire nous garde scotchés jusqu'au bout. Les scènes d'action sont franchement bien foutues, sans tomber dans le spectacle gratuit. Ça sert toujours l'histoire, et ça évite de trop en faire. La scène où Cruise manipule les images du futur avec ses gants est devenue une vraie référence du cinéma futuriste, surtout à l'ère de la réalité virtuelle où aujourd'hui, nos mains peuvent manipuler les objets qui nous entourent sans avoir besoin de manette.
Et en gros, Minority Report, c'est un film super bien ficelé, captivant et assez bien réfléchi. Même si le rythme peut paraître lent par certains moments, il reste une vraie perle de la science-fiction. Il mêle réflexion sur notre société et action sans jamais trop forcer. C'est un film qui se distingue par son originalité. Il garde bien sûr toute sa force, même après toutes ces années. Steven Spielberg et Tom Cruise voulaient travailler ensemble depuis 1983, année de leur première rencontre lors du tournage de Risky Business. Après plusieurs projets avortés, ils trouvent enfin l'occasion parfaite avec Minority Report. Mais le tournage doit être repoussé de 2 ans, car Spielberg est pris de son côté par AI, intelligence artificielle, et Tom Cruise par Mission Impossible 2. L'implication de Tom Cruise ne s'arrête d'ailleurs pas à son rôle principal. C'est lui qui a suggéré l'adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick après l'avoir lu sur le tournage de Eyes Wide Shut. Emballé, il en parle directement à Spielberg et la machine se met en route. Matt Damon devait incarner à l'origine l'agent Witwer, mais son tournage sur Ocean's 11 l'empêche d'accepter le rôle. C'est donc Colin Farrell qui le remplace. D'autre part, Spencer Tracy Clark, vu dans Incassable ou encore Gladiator, devait apparaître dans le film, mais ces scènes ont été coupées au montage final. Steven Spielberg fait une courte apparition dans Vanilla Sky et en retour, son réalisateur Cameron Crowe joue un passager du bus dans Minority Report. Autre clin d'œil, Cameron Diaz est brièvement visible parmi les passagers du métro. Spielberg voulait que Minority Report soit une projection réaliste du futur et non un simple délire de science-fiction. Il a réuni 16 experts, scientifiques, urbanistes, écrivains pour imaginer le monde de 2054. Parmi eux, le célèbre auteur Douglas Coupland, auteur de Génération X, et des chercheurs du MIT, dont John Underkoffler, qui a servi de consultant. Grâce au conseil du MIT, le film introduit des technologies visionnaires, comme les interfaces gestuelles aujourd'hui utilisées en VR et en informatique, la reconnaissance faciale et les publicités visées, tristement d'actualité, les voitures autonomes qui font désormais partie de nos recherches en intelligence artificielle, et les drones de surveillance inspirés par les araignées mécaniques du film. John Williams, fidèle compositeur de Spielberg, a opté pour une partition plus expérimentale et minimaliste que le réalisateur décrit comme sa première musique en noir et blanc, en opposition aux compositions colorées de ses précédents films. Fidèle à sa réputation, Tom Cruise tient à faire ses propres cascades. Spielberg, inquiet, impose une règle, c'est lui qui décide des cascades que Tom Cruise peut exécuter. Mais au final, l'acteur réalise presque toutes les scènes d'action lui-même. Spielberg multiplie les références à Stanley Kubrick, qu'il admirait profondément. Max von Sydow, qui incarne Burgess, est un clin d'œil à Anthony Burgess, l'auteur d'Orange Mécanique. La scène où Tom Cruise se fait opérer des yeux rappelle également le supplice d'Alex dans Orange Mécanique. Un gros plan sur l'œil d'Agatha rappelle lui les visuels psychédéliques de 2001, l'Odyssée de l'espace. Les araignées robotiques traquant Tom Cruise produisent un bruit unique qui vient en fait d'enregistrements d'araignées réelles. Des chercheurs de l'université de Cornell ont capté ces sons habituellement inaudibles, les rendant aussi dérangeants qu'authentiques. Avec 481 plans à effets spéciaux, Minority Report devient l'un des films les plus complexes de la carrière de Spielberg, dépassant même Rencontre du troisième type. La nouvelle Minority Report, publiée en 1956, précède d'autres adaptations marquantes de Philip K. Dick, comme Blade Runner et Total Recall. Selon le consultant du film, John Underkoffler, Dick a compris que la vraie science-fiction parle avant tout de la société, la technologie n'étant qu'un reflet des mutations humaines. Comme Blade Runner, Minority Report interroge le concept de libre arbitre et comment les technologies avancées peuvent influencer nos choix et par extension notre destin. Mais toutefois, ce film va plus loin en introduisant un système qui prédit non seulement le futur, mais façonne les actions des individus en fonction de cette prédiction. Il soulève ainsi des questions profondes sur la liberté, la responsabilité et la manipulation des pensées humaines. Le personnage de John Anderton est au centre de ce questionnement, perdu dans un système qui prétend connaître son avenir. Anderton est confronté à la remise en question de son identité et de sa liberté. Minority Report explore ce qui définit véritablement l'humain. Est-ce nos choix personnels, nos actions, ou bien ce qui nous est imposé par un système supérieur et infaillible ?
À l'instar de Quaid dans Total Recall ou Deckard dans Blade Runner, Anderton lutte contre une version imposée de lui-même. Comme ses autres personnages, il est pris dans un réseau de forces extérieures qui manipulent son destin, brouillant la frontière entre réalité et illusion. Cette dynamique explore la quête de l'identité à travers des systèmes de contrôle qui semblent omniscients et inéluctables. Visuellement, Minority Report plonge le spectateur dans un futur où la technologie envahit tous les aspects de la vie quotidienne, dans un décor urbain aux teintes froides et au design futuriste. Ce style visuel renforce l'atmosphère de dystopie technologique. Le film crée une immersion saisissante dans un futur proche et plausible où les avancées technologiques sont à la fois fascinantes et inquiétantes. L'une des grandes questions posées par Minority Report est celle de la surveillance omniprésente. Le film nous montre un futur où tout est surveillé de nos déplacements à nos rétines. Les précogs, des êtres capables de prévenir l'avenir, détectent les crimes avant qu'ils ne soient commis, ce qui amène une réflexion sur le contrôle de la société et la liberté individuelle. Dans ce système de justice, les individus sont punis avant même d'avoir agi, mettant en lumière le dilemme moral: peut-on sacrifier la liberté pour garantir la sécurité ? Ce contrôle technologique à la fois fascinant et inquiétant soulève une question. Jusqu'où sommes-nous prêts à accepter la surveillance pour nous sentir en sécurité ? Spielberg met en garde contre un futur où la technologie empiète sur nos droits fondamentaux, tout en créant une société où le progrès technologique peut menacer notre autonomie. L'un des aspects les plus impressionnants de Minority Report réside dans sa capacité à anticiper des technologies qui en 2002 semblaient encore relever de la science-fiction. Le film imagine des interfaces gestuelles où les utilisateurs contrôlent des ordinateurs simplement avec leurs mains. Aujourd'hui, nous utilisons des interfaces tactiles ou des commandes vocales, notamment la domotique qui a inondé nos maisons, et ces scènes restent étonnamment proches de notre quotidien. Pour ma part, ça fait des années que j'ai pas appuyé sur un interrupteur. J'allume toutes les lumières chez moi avec des commandes vocales. Le film propose également la reconnaissance faciale et rétinienne, une technologie qui existe aujourd'hui dans nos smartphones, et même dans certains systèmes de surveillance. Le scan rétinien utilisé pour traquer John Anderton est devenu une réalité avec des dispositifs de sécurité de plus en plus sophistiqués. Cela montre à quel point Minority Report a anticipé des technologies qui ne sont plus de la science-fiction. L'élément central du film est la justice prédictive. En 2002, cette idée semblait totalement fantaisiste, mais aujourd'hui, certains États expérimentent des systèmes de justice prédictive. Ces systèmes utilisent des algorithmes pour analyser les données des délinquants afin de prédire leur propension à commettre de nouveaux crimes. Aux États-Unis, des programmes comme Compass sont déjà utilisés pour évaluer les risques et déterminer les peines. En France, des tentatives d'utiliser des logiciels de justice prédictive dans le domaine civil ont eu lieu, mais les résultats restent mitigés. Cette réalité rapproche le film de notre époque, où la technologie influence de plus en plus nos décisions judiciaires. Mais comme dans le film, la question reste toujours de savoir jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour sacrifier notre liberté au nom de la sécurité. Et le film va bien au-delà des technologies en s'attaquant aux dérives possibles d'un contrôle omniprésent. Les technologies dans Minority Report sont au service d'un système qui prive les individus de leur libre arbitre, les rendant incapables d'échapper au contrôle d'un gouvernement tout-puissant. Ce futur dystopique fait écho à des préoccupations actuelles concernant la surveillance de masse, les caméras dans les espaces publics et l'utilisation de nos données personnelles. Le film soulève la question de la perte d'humanité dans un monde où tout est surveillé. La reconnaissance faciale, les systèmes de contrôle gestuel, la justice prédictive sont tous des outils qui, utilisés sans précaution, pourraient mener à une société où les droits individuels sont sacrifiés pour une illusion de sécurité. Ce qui frappe dans Minority Report, c'est la façon dont le film touche à des enjeux qui sont devenus des sujets de débat contemporains. Des technologies de surveillance comme la reconnaissance faciale ou les voitures autonomes, qui étaient encore dans le domaine de la fiction en 2002, font aujourd'hui partie de nos vies quotidiennes. Si ces avancées sont impressionnantes, elles ne sont pas sans risque. Les technologies de surveillance, quand elles sont mal utilisées, peuvent dériver vers des systèmes autoritaires où les libertés individuelles sont gravement affectées. Le film de Spielberg est donc une mise en garde. La technologie, au lieu de libérer l'individu, pourrait devenir un outil de contrôle omniprésent. Vous l'avez compris, Minority Report n'est pas qu'un simple film de science-fiction. C'est une mise en garde sur les dérives du progrès, en anticipant des technologies qui font aujourd'hui partie de notre quotidien. Spielberg nous pousse à une question essentielle. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller au nom de la sécurité ? Le film mêle thriller haletant et réflexion profonde sur la surveillance et la liberté individuelle. Son futur dystopique, qui paraissait lointain en 2002, semble désormais étrangement familier. Ce que Spielberg imaginait hier est bel et bien en train de se concrétiser.
Si la technologie peut nous offrir des merveilles, elle peut aussi nous enfermer dans un monde sous contrôle. Minority Report nous rappelle que chaque avancée a un prix et que notre vigilance sera notre meilleure défense contre un avenir où la liberté ne serait plus qu'un lointain souvenir. Vous avez le choix. Partez vite, partez tout de suite. Je peux pas. Je vous en prie. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo consacrée à Minority Report. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir cette chaîne afin qu'elle soit proposée au plus grand nombre. Likez et partagez cette vidéo si ça vous a plu. Je vous invite également à me laisser en commentaire votre avis sur le film. Il y a tellement de choses à dire sur Minority Report. Voilà, on va continuer à en débattre comme d'habitude. Je remercie aussi celles et ceux qui ont cliqué sur le bouton rejoindre, qui sont devenus des membres soutien actifs de la chaîne. Vous avez désormais accès à toutes les vidéos en exclusivité, en avant-première également. D'ailleurs, la vidéo de la semaine prochaine est déjà disponible depuis plusieurs jours. Et puis pour celles et ceux qui le peuvent, qui veulent soutenir financièrement Clap Story, vous avez bien sûr le lien vers la cagnotte Tipeee en description de cette vidéo, ainsi que tous mes autres réseaux sociaux. Il y aura bien sûr d'autres films de science-fiction et d'autres films de Steven Spielberg dont on parlera prochainement sur la chaîne. En attendant, parce que derrière chaque film se cache une histoire à raconter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Clap Story.